Alors, notre conférence ici au Ballroom du Delta Beau Séjour porte sur les outils pour célébrer la francophonie au cœur d'une municipalité. Et comme je disais un peu plus tôt, je ne suis pas l'expert dans ce domaine-là. Je suis simplement la pieuvre pour déléguer ces sujets de discussion-là qui seront menés d'une main de fer par une personne qui est experte dans le domaine, accompagnée de collaborateurs, de gens qui discuteront autour de cette même réalité. J'accueille et je présente aujourd'hui une franco-manitobaine d'origine, Myriane Ouellette. Elle est dévouée au rayonnement de la francophonie et de sa communauté d'adoption. Après avoir complété une maîtrise en administration publique ici à l'Université de Moncton, elle cumule plus de 12 années d'expérience dans les secteurs associatifs, touristiques et dans la fonction publique. Elle est passionnée par le domaine de la facilitation. L'organisation des forums ouverts et l'élaboration des outils de collaboration fait partie de son travail quotidien. Sa participation de nombreuses activités caritatives et conseils d'administration lui ont permis de mieux comprendre les synergies entre les différents acteurs du développement économique et communautaire. Véritable femme de cœur, d'ailleurs j'ai eu la chance de discuter avec elle. Myriane est fière d'avoir participé à la fondation de l'entreprise Oliva, pour poursuivre son engagement envers la collectivité. Alors, Myriane Ouellette, bon panel, on va se le souhaiter. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter avec Magali Bergeron, Darrell Nadeau et Laurent Saunier, 3 personnes qui ont su cultiver la francophonie dans leur région à travers d'événements culturels importants. Nous allons parler de ces initiatives qui deviennent des éléments mobilisateurs pour les villes francophones et francophiles, ainsi que d'attraits touristiques importants qui contribuent au rayonnement de nos communautés. Alors, cette table ronde va être une table ronde très conviviale qui va nous permettre de faire le point avec ces trois invités sur le succès qui contribue au rayonnement de la francophonie. On va faire ça un petit peu relax, pas trop strict, puis on va leur demander aussi de se poser des questions un et l'autre. Donc, en première partie, on va se présenter, on va parler un peu de nos événements, nos succès. Et puis, en deuxième partie, on va demander aussi à la foule de contribuer, puis on pourrait avoir une belle discussion sur ce rayonnement. OK? Alors, pour commencer, je vais vous présenter. Alors, Magali Bergeron. Son parcours est loin d'être ordinaire. Mère de 2 filles qui sont sur le point d'être elles-mêmes maman, elle a fut infirmière auxiliaire et a toujours été passionnée de la musique. C'est cette passion qui l'a amenée à être agente de spectacle, gérante d'artistes et agente de promotion radio pendant 18 ans. Après avoir fait la programmation du Festival Edmonton Chante en 2013, elle a été appelée à prendre la direction de l'ACFA régionale d'Edmonton. Cet organisme a pour mission de faire rayonner la francophonie, notamment par l'entremise du projet Passeport francophone. La créativité est un facteur important pour atteindre l'objectif de l'association, une qualité que Magali possède. Née à Labrequerie, au Manitoba, Darrell Nadeau a passé son enfance sur la ferme laitière familiale. Donc, il a été agent du service extérieur à Ottawa au gouvernement du Canada, ce qui lui a permis de connaître la fonction publique ainsi que les affaires internationales et la diplomatie avant de rentrer au Manitoba pour faire une maîtrise en administration des entreprises et de décrocher le titre de comptable en management accrédité. Il a été pendant 6 ans directeur des finances et de l'administration d'un organisme de bienfaisance nationale qui a son siège social à Winnipeg, où il s'est découvert une passion pour le travail dans le secteur des OSBL, en faisant bien sûr appel à sa formation professionnelle. En 2017, il a été nommé directeur général du Festival du Voyageur, ce qui lui a permis de faire appel à la fois à sa passion pour le secteur des OSBL, à ses études, à son expérience et bien sûr à son patrimoine francophone. Et dernier mais non le moindre, Laurent Saunier est le vice-président de la programmation de l'équipe Spectra. Mais il est avant tout un amoureux de festivals de Montréal et surtout de la musique.
journaliste de carrière. Il est aujourd'hui à la tête de 3 des plus gros festivals en Amérique du Nord, les Franco de Montréal, le Festival international de jazz de Montréal et Montréal en lumière. Alors, je vais d'abord vous donner le temps, donc 5 à 10 minutes, pour d'abord nous parler de votre projet, votre initiative. Donc, on va pouvoir en discuter, puis ensuite, on va avoir le panel de questions par après pour impliquer tout le monde dans la salle ici. Donc, qui voudrait commencer? Merci, Laurent. En fait, je suis ici pour vous parler du passeport francophone. Je ne sais pas, à la table derrière, il y en a plusieurs, si vous voulez vous le procurer par la suite. C'est un projet qui est venu tout simplement comme ça à l'idée en octobre 2017 pour dire... dans ma francophonie, quels sont les besoins? Et on a réalisé rapidement que l'Unithéâtre, qui a des pièces de théâtre à offrir en français à la population, fait sa promotion de son côté. Il y a le Centre des arts visuels également qui fait des vernissages et donc c'est pas tout le monde qui est au courant dans Edmonton, non seulement que notre association existe. Donc, je suis directrice de la CFA régionale d'Edmonton, qui signifie Association canadienne-française de l'Alberta. Et puis, voyant le besoin dans la mission de mon organisme, comme quoi qu'on doit faire rayonner le français, le fait français dans la grande région d'Edmonton, on a réalisé que ça serait bien de créer un passeport francophone pour pouvoir être vu et que les gens soient au courant de notre belle francophonie, mais également de toutes les activités qui peuvent rayonner autour. Donc, on a fait 5000 passeports francophones qu'on a distribués chez des partenaires. Donc, exemple, au Centre des arts visuels, les gens pouvaient se procurer et là, avec le passeport, disaient « Oh, il y a un festival en français qui existe à Edmonton » et prenait compte des restaurateurs francophones également parce que tant qu'à faire foisonner aussi notre économie. Donc, il y avait quelques restaurateurs qui étaient à l'intérieur de ce même passeport. Donc, en très peu de temps, on s'est assis avec le graphiste. On est venu avec l'idée du passeport de recenser tous les gens qui étaient intéressés. Pour mon conseil d'administration, c'était présenté très, très rapidement parce que le délai était très court devant mettre sur pied pour janvier 2018 le fameux passeport. Donc, on a trouvé un festival qui s'appelle Deep Freeze, qui ont une journée vouée à la francophonie pour pouvoir le lancer le 13 janvier. Et puis, chacun des partenaires qui voulaient mettre leur activité au sein du passeport devaient payer 50 $. Donc, je vous dis, ça fait tout simplement les frais pour qu'est-ce qui est du graphisme et de l'impression. Mais de cette façon-là, la prise de risque n'était pas très grande. Donc, on a mis en action immédiatement le projet. Et puis, c'était très intéressant parce que qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est que des projets francophones que je ne connaissais pas d'existence qui arrivaient. Pourquoi qu'on n'est pas dans le passeport, nous? Et puis, c'est ça. Donc, on a eu beaucoup d'effervescence. Puis, c'est pas mal de la façon que c'est arrivé par rapport au passeport francophone. Je vais céder la parole. Oui. Oui, alors, avant de commencer... je vais peut-être m'excuser si ma voix craque un petit peu. Je pense que j'ai fait un petit peu trop de bruit au Tintamarre hier soir. Alors, moi, je suis directeur général du Festival du Voyageur. C'est le plus grand festival hivernal de l'Ouest canadien. C'est aussi la plus grande fête de la francophonie dans l'Ouest canadien. Vous allez vous demander, c'est quoi le Festival du Voyageur? Bien, premièrement, c'est un festival qui va vraiment à contre-courant des autres festivals, à contre-courant de même Mère Nature. C'est un festival en plein hiver à Winnipeg, une des villes les plus froides au Canada. Puis qu'est-ce qu'on fait? Alors, le festival, aujourd'hui, monte 6 tentes. Puis, c'est des tentes que tu verrais peut-être un mariage en été, mais on les chauffe. Alors, c'est des tentes de canevas. On les chauffe, on met une scène, on met des musiciens, etc. Alors, le festival a 2 composantes primaires. C'est le festival de musique. On a environ 150 artistes qu'on passe à chaque année sur 10 jours. Mais aussi, il y a la composante patrimoniale. Alors, nous avons le Fort Gibraltar, qui est la reconstruction
d'un fort de 1815 et on a l'interprétation historique de la période de traite de fourrure à ce festival-là. On a aussi des voyageurs officiels et toutes sortes de gens qui portent des costumes de l'époque de traite de fourrure, l'époque des voyageurs de 1815. Alors, ça, c'est le festival aujourd'hui. Comment est-ce que le festival a commencé? Le festival a commencé par des discussions dans les années 60, 1967-68, par la Chambre de commerce de Saint-Boniface. Alors, eux voulaient créer un genre d'événement pour attirer des touristes, attirer des visiteurs à Saint-Boniface, qui, à cette époque-là, était une ville séparée de Winnipeg. Quelques années plus tard, ça s'est amalgamé avec Winnipeg. Mais c'était pour attirer des gens. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce groupe-là ont pondu l'idée d'un festival d'hiver. Ils ont dit quand est-ce qu'il n'y a rien dans le calendrier, milieu de l'hiver. Et puis aussi, quel genre de thème qu'on devrait faire. Alors, le premier voyageur officiel, un des fondateurs, Georges Forêt, a dit pourquoi pas le voyageur. C'est un caractère intéressant, c'est un caractère fort, ça tient bien avec qui qu'on est, mais ça nous permet aussi de conter l'histoire de qui qu'on est ici, les Franco-Manitobains. C'est une histoire qui est vraiment unique. Alors, c'était vraiment un coup de circuit de choisir un thème patrimonial puis l'intégrer dans le festival parce que ça donne vraiment un cœur et un âme à qui serait autrement juste un autre festival comme tous les autres. Alors oui, je vais commencer avec ça, puis on va aller de l'avance. Merci. Bonjour. Donc, les Franco de Montréal ont démarré en 89. On a donc fait la 31e édition l'été dernier. Les Franco de Montréal, c'est d'abord et avant tout donc un festival de musique francophone. Et je fais attention, je dis bien de musique francophone et non pas de chansons, parce que lorsqu'on dit le terme chanson, parfois on est un peu limité, disons, dans l'expression musicale, alors que c'est vraiment de la musique. L'idée des Franco de Montréal, c'est un peu une drôle d'histoire dans le sens où, avant Montréal, il y a eu des premières francophonies qui se sont implantées à La Rochelle, en France. Le fondateur de ça, c'est un gars qui s'appelait, il est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Jean-Louis Foulquier, donc, qui était animateur de radio en France et qui a eu l'idée de faire des Franco à La Rochelle après avoir visité le Festival d'été à Québec. Et il trouvait que de faire un grand festival populaire comme ça, qui était, à l'époque, le festival d'été était dédié beaucoup à la musique francophone, il trouvait ça étonnant que ça se passe au Québec et que ça se passe pas en France. Il a donc fondé les Franco à La Rochelle et quelques années après, il a contacté Alain Simard et Guy Latraverse, deux producteurs montréalais, en leur demandant s'ils voulaient faire des Franco à New York. Et aussi bien Alain que Guy lui ont répondu que c'était une folie de faire des francopholies à New York, mais par contre, il serait peut-être intéressant à faire à Montréal. Donc, les Franco ont commencé comme ça à Montréal. Ça a débuté par un assez petit festival qui durait 10 jours avec une vingtaine de spectacles à l'automne 89. C'est devenu un festival d'été, en fait, 5 ans plus tard. Moi, je suis arrivé là, donc, il y a 20 ans, cette année, en novembre 89. Et un des mandats qu'on m'a confié à l'époque, c'était de rajeunir ce festival. Il faut se rappeler qu'à l'époque, fin des années 80, lorsque le festival a été fondé, la musique francophone n'était pas très en bonne santé, disons-le comme ça. Et inventer un festival dédié à la musique francophone était une espèce de geste de résistance, quand même. C'était pas quelque chose qui était facile. Et donc, ils se sont aperçus à un moment que le public du festival était un public qui était vieillissant. Et mon rôle a été donc été de rajeunir beaucoup le public, les festivaliers. Lorsque je suis arrivé, il y a donc une vingtaine d'années, la moyenne d'âge du festivalier était autour de 45 ans.
La dernière fois qu'on a fait un sondage auprès des festivaliers, il y a 4 ans maintenant, on arrivait à une moyenne d'âge d'à peu près 30 ans. Ce qui nous réjouit énormément parce que la rumeur dit que les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la musique francophone, alors que nous, on fait exactement l'inverse et on fait tout pour que les jeunes non seulement viennent sur le festival, mais s'approprient aussi le festival. C'est sûr qu'il y a comme 2 festivals en un, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique quand même très rapidement. Il y a une quarantaine de spectacles payants en salle et il y a autour de 150 concerts gratuits en extérieur, avec beaucoup de découvertes, beaucoup de jeunes talents, mais aussi quelques artistes un peu plus établis, disons-le comme ça. Mais le fait que ce soit qu'il y ait un grand site au centre-ville de Montréal qui est tout à fait gratuit permet justement aux jeunes beaucoup de venir sur le site des Franco pour assister à des spectacles gratuits. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'on va commencer avec toi, Darrell, vu que tu as parlé un petit peu de transition déjà, ou de comment un peu on a fait des genres de périodes de transition pour renouveler le festival. Comment le Festival du Voyageur, entre autres, moi je viens du Manitoba, alors j'ai été élevée au Festival du Voyageur. Ma mère a travaillé là quand j'étais toute petite. Alors, j'ai un peu un petit sentiment d'appartenance là. Mais le festival, il y a 20 ans passés, n'est pas le festival qu'on a aujourd'hui. Quelles sont ces périodes de transition-là? Puis, qu'est-ce qui a fait que vous avez su qu'il fallait bouger, qu'il fallait faire de quoi pour garder vivant l'esprit du Festival du Voyageur? Absolument. Il y a quelques points dans l'histoire du festival où il y a eu des petites corrections, disons, dans le trajet. Puis, la première dont j'ai parlé, c'était vraiment choisir le thème voyageur. Les premières quelques années du festival, même la musique était 100% anglophone. Ça a pris des francophones pour dire « Hey, écoute, je pensais qu'on était à Saint-Boniface, ici, on devrait avoir de la musique en français aussi. » Alors ça, c'était une petite correction de bonheur dans l'histoire du festival. Le festival était aussi nommé Festival of du Voyageur pour accommoder les anglophones. Puis, encore, ça a pris une anglophone pour dire « OK, on n'est pas épais, là. Tu peux enlever of the, on comprend c'est quoi que ça veut dire du. » Plus tard dans l'histoire, je pense la construction du Fort Gibraltar en 1978 était vraiment une plaque tournante pour le festival. Ça a vraiment ancré le programme patrimonial, plus que juste des gens en costume. Ça l'a mis vraiment un point focal. Le festival a aussi déménagé d'un plus petit parc à un plus grand parc avec le Fort Gibraltar. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi le Fort Gibraltar? Oui, le Fort Gibraltar, c'est une reconstruction d'un fort de la Compagnie du Nord-Ouest qui avait lieu au début des 1800. C'était un lieu de traite de fourrure, un lieu d'échange. Peut-être si je veux reculer, les voyageurs, c'était les gens qui venaient de Montréal en canot dans l'Ouest pour aller chercher les fourrures, les ramener à Montréal. C'est beaucoup de ces peuples-là qui ont fondé les villes dans l'Ouest. Et puis le Fort Gibraltar était un de ces forts-là. Et puis ce Fort Gibraltar-là, maintenant, aujourd'hui, on a des gens en costume qui réaniment la période de 1815 pour partager ce patrimoine-là. Mais oui, ce fort-là a eu un impact. Plus récemment, dans les dernières, 8 ans, on a doublé le nombre de spectacles musicaux au Festival du Voyageur. Puis ça, c'était quelque chose que pour grandir, puis pour faire épanouir le festival, il fallait agrandir notre auditoire. Il fallait trouver des nouveaux marchés, trouver des nouveaux gens à venir au festival. Et puis, pour réénergiser le festival, puis le festival est devenu, dans les dernières quelques années, il y a toujours la tradition de la journée, la musique traditionnelle, les familles, etc., mais en soirée, c'est devenu un hotspot pour les jeunes 18 à 35 ans. Un lieu pour le party, pour venir voir un groupe francophone, un groupe anglophone, puis pour venir fêter avec les jeunes. Puis ça, comme je dis, c'est quelque chose qui est venu avec des changements dans la programmation, qui a vraiment réénergisé le festival plus récemment. Puis, Laurent, peut-être, est-ce que tu veux rajouter un peu à ça, ou comment le festival de la chanson, ou pas de la chanson, mais de la musique, comme tu dis,
a eu des périodes de transition? La première transition importante, c'était donc cette idée de rajeunissement. Mais il y avait aussi derrière ça l'idée d'imaginer des spectacles aussi qui s'adressent aux différentes communautés. Et ça, c'est important, dans le sens où, oui, tout se passe en français, mais la francophonie, ce n'est pas que l'Europe francophone et le Canada, c'est aussi l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi le Maghreb, c'est aussi les Antilles, etc., etc. Et comme Montréal est une ville assez cosmopolite, l'idée, c'était aussi de programmer des concerts qui pouvaient s'adresser aux différentes communautés culturelles francophones de Montréal. Donc, on sait très bien que, par exemple, il y a certains artistes maghrébins qui sont passés par Montréal. L'exemple qui me vient en tête toujours, c'est un gars comme Rachid Taha, où la première fois qu'il est passé par Montréal, la communauté maghrébine était beaucoup au rendez-vous et que petit à petit, la communauté québécoise s'est mise à s'intéresser aussi à ce chanteur et lors de ses derniers concerts, on était, je vous dirais, dans une proportion probablement majoritairement québécoise et de moins en moins maghrébine dans ces spectacles. Donc, il y a eu cette idée aussi de renouvellement de public en passant par les communautés culturelles. L'autre idée de renouvellement de public, ça a été il y a 9 ans maintenant. On a imaginé ce qu'on appelle les rendez-vous pro des Franco, où là, on s'adresse de façon plus particulière aux gens de l'industrie de la musique francophone. Il y a donc des délégués européens, mais pas qu'européens. Hein, il y a des gens de la Louisiane qui sont déjà venus chez nous, des gens qui font la programmation au Festival de Voyageurs qui viennent chez nous régulièrement pour assister à des concerts, assister à des panels, des ateliers, voir des showcases, etc., histoire de propager la bonne nouvelle de la musique francophone aussi. L'idée, c'est évidemment d'essayer de créer encore plus de liens entre les différentes francophonies un peu à travers le monde. Donc, l'idée de transition et de renouvellement passe aussi par un côté très professionnel. Là, de dire que la musique, oui, c'est de l'entertainment, mais c'est aussi parfois de la business et qu'il y a de la business à faire entre les différents acteurs, que ce soit des labels, que ce soit des tourneurs, que ce soit des éditeurs. L'idée, c'est que les Franco deviennent une espèce de plaque tournante de l'industrie de la musique aussi. Alors, s'ouvrir à d'autres cultures, s'ouvrir à d'autres langues pour être capable d'unir puis de démontrer notre force, notre culture est très importante. Comment on fait justement pour mobiliser les communautés? Puis je m'adresse peut-être à toi, Magali, pour parler parce que tu vis dans une communauté qui est extrêmement minoritaire, francophone. En effet. Alors, tu pourrais peut-être en parler de tes défis ou comment tu as fait pour mobiliser la communauté à travers de tout ça, puis de vivre entre les différences culturelles, les différences langagières. Les différences culturelles et langagières, je voudrais dire, premièrement, pour tenter de joindre nos gens, on n'a pas le choix pratiquement de passer par les familles. Donc, il y a des conseils scolaires francophones qui existent en Alberta. Et souvent, je m'occupe également du Festival Edmonton Chant. Donc, pour pouvoir rendre la programmation accessible à tous, pour qu'il y ait un maximum de francophones qui puissent passer le mot, on fait un programme qu'on met en collaboration avec le conseil scolaire. Donc, il y a le beau logo sur le document. Et puis, on s'arrange pour que tous les enfants partent avec le programme dans leur sac à dos. Fait que ça, c'était une des façons de pallier à ce défi-là. Pour qu'est-ce qui est du passeport francophone, bon, vous voyez, format papier, 2018, on a fait ça rapidement. On savait que c'était seulement un projet pilote et qu'en 2018-2019, c'est plus ce langage-là que les jeunes parlent. Tout le monde a un cellulaire. Donc, heureusement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a suscité tellement d'intérêt d'avoir le passeport francophone qu'il y a l'Université d'Alberta qui a dit, nous autres, ça nous intéresse de pouvoir l'adapter pour le mettre également à nos étudiants. Et surprise, l'an dernier, au rendez-vous qui a eu lieu à Grande Prairie, on a eu Michael Tryon, qui est directeur de Canadian Parents for French,
qui est arrivé auprès de moi puis dire « J'aimerais ça que ça soit aussi admissible pour mes écoles d'immersion. Il faut que les gens sachent où les activités francophones se déroulent. » Donc, actuellement, l'application mobile est en train d'être développée par l'Université d'Alberta et c'est pour ça que je suis peut-être une petite équipe parce qu'à l'époque, j'étais seule ou un employé et demi. Donc, arriver à lancer une idée, de ne pas avoir peur. Je pense que ça, c'est une des choses qu'il faut faire. Oser, de ne pas prendre de trop grands risques non plus. Il y a un conseil d'administration à l'extérieur de tout ça, mais d'arriver et d'oser de faire le premier pas pour ensuite, les gens vont venir à vous si c'est un bon projet. Donc, je dirais, et comme ça, là, on s'en va vers une transition en 2020. Il va y avoir l'application mobile qui va être disponible pour les étudiants en premier lieu et puis s'applique à la communauté ensuite. Donc, on va vous tenir au courant s'il y a des gens qui veulent suivre la CFA régionale d'Edmonton. Vous allez pouvoir voir la suite du projet qui va se passer. Est-ce que l'application, le passeport est bilingue ou c'est vraiment juste en français? Présentement, à cause de l'Université d'Alberta, en effet, il va y avoir une application bilingue, donc ouverture au plus grand nombre. Et on s'entend en milieu minoritaire linguistique, souvent les couples sont exogames ou encore c'est deux parents anglophones qui veulent que leur enfant bénéficie d'apprendre la langue française. Et il y a vraiment une vague, on est chanceux en Alberta, de plus en plus de parents inscrivent leurs enfants en école d'immersion. Donc, il y a une belle croissance de la francophonie en Alberta. C'est vraiment beau à voir. Puis je sais aussi, oui, vas-y. Non, je voulais juste ajouter une chose parce que on a souvent l'impression que Montréal est une ville majoritairement francophone, ce qui est vrai quand même. La langue d'usage, la langue courante est le français. Mais il y a 3 ans, un sondage est quand même sorti qui disait qu'il y a plus de 50% des foyers montréalais qui ne parlent pas français à la maison. Donc ça, c'est quand même assez important. Lorsqu'on fait un festival comme les Franco, bien entendu, dédié d'abord et avant tout à la musique francophone, de se dire qu'il y a plus de 50% des foyers montréalais qui ne parlent pas français à la maison, c'est aussi un vrai travail que nous avons à faire pour aller rejoindre tous ces gens-là. Fin de la parenthèse. Oui, alors les familles exogames sont présentes dans toutes les communautés, les 3 communautés, Alberta, Manitoba et au Québec, même à Montréal. Darrell, vous aussi, vous vivez beaucoup avec ces communautés-là anglophones, puis vous avez réussi quand même à les inviter, pas juste anglophones, mais on parle des communautés autochtones, puis tu pourrais peut-être en parler un peu plus. Yeah, il y a quelques façons qu'on fait ça. Il y a un programme que est peut-être moins connu par le public, mais connu par les familles. C'est notre programme scolaire que nous avons. Et puis, notre programme scolaire accueille presque 11 000 enfants sur 5 jours scolaires, dont 3 de ces 5 jours-là, c'est des jeunes anglophones et 2 des jours, c'est des jeunes francophones et immersion. Alors, ces enfants-là viennent découvrir le patrimoine francophone, viennent découvrir la culture francophone. Et puis, c'est drôle qu'on a toujours plus d'inscriptions anglophones à chaque année parce qu'il y a une soif de les anglophones de venir découvrir la culture et le patrimoine francophone. Et puis, beaucoup de les écoles francophones, on trouve qu'il y a une attitude que, on la connaît, notre histoire. On n'a pas besoin d'aller voir le festival. Alors, c'est toujours un peu plus d'une bataille de faire venir les francophones à ça. Alors, ça, c'est une façon importante qu'on développe des liens avec les autres communautés. C'est ceux qui veulent vraiment venir découvrir. De l'autre côté, comme vous avez dit, la communauté anglophone, nous, notre programmation, nos spectacles sont 50% anglophones, 50% francophones. Ça, c'est pour avoir une ouverture à la communauté anglophone. Et puis, les chances sont que si quelqu'un vient voir un spectacle anglophone, ils vont découvrir un artiste francophone. Ils vont entendre le maître des cérémonies s'adresser à la foule en français. Ils vont voir des gens parler en français. Ils vont découvrir la francophonie. Si on serait exclusivement en français, notre ratio de visiteurs, c'est environ 30% franco, 70% anglo. Alors, si on allait 100% franco, on aurait un beaucoup plus petit festival. Alors, pour nous, c'est essentiel dans un milieu minoritaire. De plus, pour la communauté autochtone, par exemple, les Métis, c'est une partie très importante de notre histoire, de notre patrimoine. L'année qui vient de passer, on a fait une journée très spéciale, la journée Louriel,
d'avoir des artistes. Dans notre plus grosse scène, on a dédié ça à des artistes autochtones. Alors, on s'ouvre de plus en plus à la communauté autochtone. On a aussi créé une soirée spéciale pour la communauté LGBTQ et surtout les deux esprits et les gens de la francophonie de la communauté LGBTQ. Alors, on cherche des différentes façons d'aller chercher des différentes communautés cibles. On fait aussi des spectacles qui sont visés à des aînés, des spectacles qui sont visés à des différents groupes d'âge, mais aussi, comme Laurent disait, la programmation. Si, disons, on met un artiste qui touche une foule, les Philippins, disons, tu es un artiste philippin, mais ça va faire venir cette foule-là. Mm-hmm. Alors, on est toujours, on garde l'œil sur des différents, des groupes musicaux, des artistes divers pour faire venir ces gens-là, puis les faire se sentir comme s'ils sont chez eux au festival, parce que c'est vraiment ça l'esprit qu'on veut transmettre. Alors, comme ça, on voit bien que les festivals ou les initiatives comme la tienne cherchent vraiment à faire rayonner la culture francophone ou la francophonie d'une place. Comment est-ce que votre communauté a eu, c'est quoi l'effet que votre festival ou dans ton cas, ton passeport, a eu sur la communauté en général? En fait, c'est un effet levier, si je peux me permettre. Le passeport francophone tel quel, si on est chacun dans notre petit coin à faire notre petite chose, on est très, très pris dans notre simple réseau, mais en liant la force de chacun, donc on crée une synergie qui apporte à lever le projet tous ensemble. Fait que j'aime bien la phrase « Ensemble, tout est possible ». Puis c'est vraiment le cas avec le passeport francophone. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être avec l'application mobile. Mais en ayant chacun un identifiant, premièrement, chacune des personnes qui étaient partenaires avait une affiche à leur entrée pour démontrer qu'ils étaient membres du passeport francophone. Donc, les gens d'essayer de penser d'amener le passeport papier. D'ailleurs, ça, c'est le petit côté défi. Passeport papier, les gens oublient. Les gens oublient aussi d'apporter une étampe pour pouvoir étamper le client lorsqu'arrive leur événement parfois ou leurs bénévoles qui ne sont pas totalement au courant du projet. Donc, ça, c'était le côté défi. Et puis, c'est ça. Mais de fait, d'avoir plusieurs personnes qui sont ensemble sur un même projet, ça permet à quelqu'un qui est à l'autre bout de la ville ou encore, on a inclus d'autres villes également albertaines, donc le Festival de Saint-Isidore, de se rendre compte que, bon, il y avait un carnaval des sucres à Bonnyville qui avait lieu parce qu'il était membre du passeport. Donc, qu'est-ce que ça crée? C'est vraiment un effet levier au niveau de la visibilité pour chacun. Et puis, c'est ça. Donc, un des défis que j'ai eu, entre autres, c'était le manque d'effectifs parce qu'en étant une trop petite équipe, difficile de faire un grand suivi. Et c'est pour ça qu'avoir des nouveaux partenaires, comme l'Université d'Alberta, Canadian Parents for French, qui s'ajoutent, on va pouvoir rassembler nos forces ensemble. Et les bailleurs de fonds sont très intéressés parce qu'ils voient le potentiel également touristique de ce projet-là. Parlons un peu de partenaires de collaboration. Peut-être Laurent, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment vous avez utilisé la collaboration des autres villes ou des villes avoisinantes ou peut-être des villes partout au Canada même? On a, c'est un drôle de hasard, mais on a fondé donc il y a un mois ou à peu près la Confédération des Franco, puisqu'il y a des francophonies non seulement en France maintenant, mais il y en a en Belgique, il y en a à l'île de la Réunion, il y en a en Nouvelle-Calédonie, en Bulgarie. Donc, il y a maintenant une fédération des francophonies. Donc, l'objectif, c'est aussi d'essayer là de faire... de créer des liens entre ces différents festivals. Pour nous, la communauté, c'est d'abord et avant tout une communauté, je dirais, francophone. Donc, depuis les débuts des Franco, on essaie d'inclure le plus possible aussi tout ce qui est francophone hors Québec dans la programmation des Franco. Pour nous, ça a toujours été quelque chose d'important. Ça a toujours été important d'avoir une idée beaucoup plus ouverte de ce que peut être la francophonie. Et l'idée aussi, on a déjà même demandé à certains groupes
anglophones de venir chanter au Franco, mais en faisant des versions françaises de leurs chansons, ce que certains groupes ont fait non seulement avec plaisir, mais il y a eu une espèce d'effet boule de neige. Et il y a certains groupes qui, normalement, chantent en anglais, qui nous ont par la suite appelés pour nous dire « Ouais, mais nous, on aimerait bien jouer au Franco, mais on est prêt donc à traduire ou adapter notre matériel en français. » Donc, pour nous, ça, c'est aussi important, comme ça, cette inclusion-là. On essaie d'être un festival le plus inclusif possible. Et comme disait Daryl, l'idée, c'est aussi d'inclure la communauté LGBTQ, évidemment, bien sûr. On a eu, je ne sais pas si vous avez eu ça ici aussi, mais depuis quelques années, on a beaucoup de questionnements sur la présence des femmes, par exemple, pendant les festivals. Donc, nous, on fait également attention à ça, à ce qu'il y ait beaucoup de musiciennes, chanteuses, techniciennes, productrices, etc., sur les Franco. Donc, on est très inclusif et on fait extrêmement attention à tout ça aussi. Alors, je me suis tout le temps un peu demandé pourquoi ou dans quel contexte est-ce que les chansonniers anglophones permettaient de faire traduire leurs tunes en français, là, peut-être au Québec, en tout cas. Fait que c'était un... Non, mais on est très strict, nous, là-dessus, sur le fait que au Franco, on chante en français. Ça, pour nous, c'est important, mais c'est important pour le public des Franco aussi. Lorsque certains interprètent des chansons en anglais sur les scènes extérieures particulièrement, ça arrive régulièrement qu'on a des plaintes des spectateurs qui nous disent « Non, les Franco, il faut que ça chante en français. » Et il y a eu certains exemples. Je vais vous donner le premier exemple qui me vient en tête. Je trouvais ça très dommage il y a plusieurs années qu'une fille comme Pascale Picard, par exemple, qui chante en anglais, ne puisse pas venir chanter au Franco. Et après l'avoir croisée, je lui ai suggéré, je lui ai demandé si pour elle c'était quelque chose qu'elle pouvait faire, qu'elle pensait faire un spectacle en français, en adaptant évidemment ses chansons en français. Et à ma grande surprise, je dois l'avouer, hein, je ne pensais pas qu'elle voudrait faire ça, mais à ma grande surprise, elle a accepté de le faire. Et puis je pense que pour elle, c'était aussi important de marquer cette appartenance à une scène qui est d'abord et avant tout francophone. Puis Daryl, toi aussi, j'imagine que vous avez eu plusieurs discussions au niveau de quelle représentativité la chanson francophone versus la chanson anglophone aurait au Festival du Voyageur. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Comment est-ce que vous faites pour choisir le pourcentage ou le ratio de franco versus anglo versus autochtone même? C'est ça, c'est un défi certainement. On veut avoir autant de contenu en français qu'on peut, mais il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dedans. Premièrement, les budgets, et puis la disponibilité du bassin d'artistes francophones au Manitoba est limitée. Qui veut dire que si on veut présenter plus d'artistes francophones, il faut les faire venir d'ailleurs. Puis, avec des budgets limités, ce n'est pas toujours possible. Alors, est-ce que tu fais passer le même artiste francophone plusieurs reprises, toute la journée, plusieurs journées, etc., ou est-ce que tu dépenses plus d'argent à faire venir des artistes, mais là, ça limite ton budget pour d'autres, ou est-ce que tu fais un compromis puis tu as un ballon, comme je dis, 50-50. Puis à ce point-ci, on est à 50-50, puis on est confortable avec ça. Je pense que ça permet la découverte d'artistes francophones pour des gens qui nécessairement ne viendraient pas au festival pour découvrir des artistes francophones. Et puis juste pour retourner à ton autre question sur l'impact sur la communauté, je vais donner quelques anecdotes, c'est vraiment intéressant. Il y a des artistes anglophones, par exemple, qui vont tenter d'adresser la foule en français parce qu'ils réalisent qu'ils sont à un festival francophone qui est vraiment cool. Moi, ça fait 2 ans que je vis le festival comme directeur général, puis je me mets à la sortie du festival à minuit quand on ferme les portes,
puis je vois la foule qui sort. La moitié de la foule sont sous comme une botte, mais l'autre moitié sont là. Mais je me mets là spécifiquement pour observer la foule, mais je leur dis merci beaucoup, bonne soirée. Puis tu ne croirais pas combien il y en a qui me répondent en français, même si tu vois avec leur accent qu'ils ne parlent pas français. Alors, c'est un temps de l'année où des gens qui ne parlent pas le français peuvent se permettre de dire quelques mots en français. Sans ça, ils ne le diraient pas. Une autre chose qui est intéressante, c'est si tu parles à quelqu'un d'anglophone, puis tu dis « festival », ils vont dire « which festival ». Si tu parles à quelqu'un d'anglais, puis tu dis « festival », c'est avec un accent français, ils savent exactement de quoi tu parles. Ils savent que tu parles de Festival du Voyageur. C'est dans le folklore winnipégois, on dirait, si tu dis « festival », ils savent que tu parles du Festival du Voyageur. Alors, il y a des petites choses de même qui sont super cool. Dernière anecdote, c'est j'ai eu des rencontres avec des gros commanditaires corporatifs récemment qui sont majoritairement anglophones. Et puis, ils m'ont avoué que we're not going anywhere because Festival is the way for us to reach the French community. It's the best way, and so we're committed to your festival because that's how we get it done. See? So, il y a cet impact-là, puis il y a vraiment cette position dans la communauté que le Festival du Voyageur occupe en termes de faire venir des gens francophones, mais aussi faire rayonner la francophonie avec ceux qui ne sont pas francophones. Alors, quand on parle de financement, on parlait un petit peu de financement tantôt, Darrell, fait que on pourrait peut-être en parler. Quels facteurs, le financement y inclus, ont contribué à la viabilité ou au succès d'un projet comme ça? Et puis, de ton côté, Magali, j'imagine quels facteurs qui vont contribuer ou qui vont vous aider à avoir une certaine durabilité? Je dirais présentement, c'est ça, l'Université d'Alberta a ingéré de l'argent dans le projet et on est présentement les différents partenaires. Donc, Canadian Parents for French, de leur côté, appliquent sur un certain financement. Et j'ai également dirigé, moi, j'en fais un avec Patrimoine, et j'ai redirigé l'université également avec Diversification économique de l'Ouest. Donc, qui est au niveau du tourisme, parce que rendu à ce moment-ci, on peut penser que le projet va croître et on peut faire la promotion. Et je ne le sais pas pour vous, là, au niveau de la francophonie, j'ai réalisé dernièrement, en devenant membre avec Tourisme Alberta, je fais partie du corridor avec le RDEE. Et puis, il y a TripAdvisor. On peut mettre nos événements malgré qu'ils sont en français dans nos... Donc, les personnes qui sont touristes, qui vont aller voir sur TripAdvisor, qu'est-ce qui arrive, ou encore avec Expedia, peuvent trouver notre événement à même l'interface. Donc, pas se gêner parce qu'on est une petite communauté de pouvoir faire de la promotion sur ces réseaux-là. Donc, ça crée un effet levier. Mais pour le financement, c'est ça, c'est très intéressant de pouvoir départager la tâche avec les différents collaborateurs qui croient en ce projet-là de passeport francophone. Le financement chez nous, grosso modo, il est à peu près à 40% qui vient de commandites privées, 40% qui vient de différentes subventions, subventions aussi bien municipales, provinciales, fédérales, et il y a un 20% à peu près qui vient de revenus du public. Revenus du public étant bien sûr la vente de billets pour les spectacles en salle, mais aussi vente sur le site F&B, comme on dit en bon français, Food and Beverage, donc bouffe et boissons disponibles sur le site. Sur les Franco, grosso modo, c'est à peu près ça. Juste à titre d'exemple, sur le Festival de jazz, dont je m'occupe aussi, les pourcentages sont un peu différents, où on est un peu, où la part du public est un peu plus important. Sur le Festival de jazz, on est à peu près à 33 entre donc les commanditaires un tiers, les subventions un tiers et les revenus du public à peu près à un tiers aussi. Je regarde ton modèle de financement, puis je suis comme « I wish ». Nous autres on est environ 55% autofinancés.
avec admission, avec boisson, avec concessionnaire. On est environ 30 à 35 subventionnés par des octrois, des gouvernements, des choses comme ça. Puis le reste, le 15 c'est des commanditaires. Le montant qu'on reçoit des gouvernements est en décroissance, surtout au Manitoba, avec un gouvernement qui est un peu plus conservateur, disons, mais qui veut dire qu'il faut augmenter notre portion probablement de 55 à 60 autogérée. Et puis pour nous, un festival d'hiver, c'est toujours à risque à cause de la météo. En milieu de février, on peut avoir du beau temps pour nous en milieu février. On est content avec du moins 10. Mais ça peut arriver que tu as du moins 20, du moins 25, du vent, etc. Puis là, ta foule, c'est presque directement relié à la météo. C'est drôle, s'il fait trop beau, qui est arrivé il y a quelques années, les sculptures de neige fondaient. Et puis, il y avait des flaques d'eau dans le parc. Alors, il y a un sweet spot là, de comme moins 8 à moins 12, qui est pas mal bien. Mais oui, c'est ça. Alors, notre structure, on se fie beaucoup sur gérer nos propres revenus, puis c'est pas toujours évident. Tu vois, moi aussi, des fois, I wish que les revenus du public passent au-dessus du 20-25 Le monde est plus froid au mois de février, alors ils boivent plus. C'est ça le secret. Mais maintenant, on va ouvrir les questions à l'auditoire. Alors, est-ce qu'il y en a? On a-tu un micro qui va circuler? Ah, parfait. Bonjour, je suis Carole Joël, je travaille à l'Assemblée de la francophonie d'Ontario. J'ai une idée du passeport, j'en ai vu déjà pour la région du Témiscamingue. Ce que je veux savoir, comment est-ce que vous avez mesuré l'impact que ça a eu, comment vous avez fait pour le mesurer, pour voir, on a fait le passeport, maintenant qu'est-ce que ça a donné, tout ça? C'est surtout au niveau des réactions, c'est les gens qui appellent, qui disent « Comment ça, je ne suis pas dans le passeport, moi je voudrais y participer ». Il n'y avait pas énormément d'unités de mesure. Je veux dire, j'étais longtemps toute seule à la régionale. Donc là, j'ai maintenant un employé parce que j'ai aussi 2 camps d'été. J'ai un festival Carnaval des Sucres, un rire à l'autre, en tout cas, nommez-les. Mais c'est ça. Donc, en étant l'unique personne ressource, c'est plus les interactions avec les gens, puis de voir l'intérêt, d'avoir quelqu'un comme l'Université d'Alberta arriver puis dire « ça nous intéresse, on veut avoir le projet, est-ce qu'on peut collaborer ensemble? » Ça, c'est les réactions sur lesquelles tangibles que je peux me peser. Mais c'est justement maintenant, on peut croire à une plus grande équipe qui s'en vient pour la gestion du passeport francophone. Donc, on va pouvoir renoter les retombées. Mais si on parle au niveau des étudiants, on pense rejoindre en 2020 200 000 étudiants sur le territoire albertain. Donc, je pense que l'impact que ça peut créer va être énorme. Donc, si c'est bien propulsé, je pense qu'au niveau des communications, tout ça, la promotion, ça va être très, très, très important. Mais c'est ça, on peut penser à des grandes retombées. Bonjour, moi je suis Carole Trottier, je représente le réseau Les Arts et la Ville. Et je voulais aussi vous entendre au niveau de l'impact. On parle de rayonnement. Comment ces activités-là, on a parlé de clientèle, de pourcentage de clientèle, mais en termes d'impact économique dans la municipalité et de rayonnement, au niveau des Amériques ou même au niveau européen. Est-ce que vos festivals attirent des gens de partout? Le Festival du Voyageur, je veux dire, moi, avant d'y participer, là, ça faisait des années, des décennies, j'en entendais parler. Même chose pour le Franco. Tu sais, on sait que le Festival de jazz est reconnu à l'échelle internationale. Est-ce que c'est le cas pour vos festivals? Est-ce qu'il y a une façon pour vous de le mesurer? Pour nous autres, on fait un sondage annuel, puis le dernier sondage qu'on a eu pour l'édition qu'on a eu au mois de février, il nous a donné beaucoup de données. Une autre chose qui nous donne beaucoup de nouvelles données, c'est le fait qu'on vend de plus en plus de nos billets en ligne et non pas à la porte. Alors, on a vendu environ 80% de nos billets en ligne, qui nous a permis de préserver les codes postales, disons, de les visiteurs, puis voir d'où ce qu'ils viennent. Puis,
La majorité de notre clientèle viennent d'une distance qu'ils peuvent conduire. Alors, que ce soit la communauté rurale autour de Winnipeg, que ce soit le Dakota du Nord, Saskatchewan, etc., il y en a quelques-uns éparpillés partout. C'est probablement des gens qui viennent visiter la famille, des choses comme ça. Vraiment vendre la salade de visiter Winnipeg au milieu de février, c'est très, très difficile. On essaye, mais on est réaliste que c'est pas le temps idéal de venir visiter Winnipeg, mais on en a des visites de des gens une fois de temps en temps. Mais on collectionne de plus en plus de ces données-là. Pour répondre à ta question d'impact économique, notre dernière étude était en 2014, alors c'est un peu daté. C'est 50 vieux, mais c'était un impact de presque 12 millions sur la communauté. Alors, évidemment, 5 ans plus tard, ce chiffre-là est plus grand. On cherche de refaire cette étude-là dans les années suivantes qui s'en viennent. De mon côté, ce que je peux vous dire, effectivement, pour le Festival de jazz, il y a eu une étude qui a été faite l'été dernier, si ma mémoire est bonne, où on disait que le Festival de jazz à Montréal était l'événement qui générait le plus de retombées économiques au Québec, plus que le Grand Prix de Formule 1, à notre grande surprise, nous aussi. On ne s'attendait pas à ça. Sur les Franco, c'est beaucoup plus difficile. La première raison, c'est que les Franco se déroulent à la mi-juin, donc juste avant la Saint-Jean. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'élèves primaires qui sont encore à l'école à ce moment-là, donc c'est plus difficile de voyager en famille. L'autre truc qui est important aussi, puis ceux qui ont fondé le Festival de jazz ont été très brillants là-dessus. Dans les dates du Festival de jazz, le 1er juillet, donc fête canadienne, et le 4 juillet, Independence Day aux États-Unis, est toujours inclus dans les dates du Festival de jazz. Ils ont été assez intelligents là-dessus quand même. Alors que sur les Franco, donc c'est ça, étant à la mi-juin, les retombées sont beaucoup moindres, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a de plus en plus de retombées économiques, particulièrement sur des visiteurs qui sont à plus de 80 km de Montréal, donc qui veulent passer au moins une nuit à Montréal et que leur principal point d'attraction pour venir à Montréal durant ces dates-là, c'est les Franco, c'est le festival lui-même. Je ne peux pas vous donner les chiffres, par contre, je ne m'en souviens plus, à un moment donné, il y a trop de chiffres, mais je sais qu'on est en croissance de ce côté-là. On est en croissance, donc, beaucoup sur des visiteurs québécois qui se déplacent vers Montréal à cette période-là de l'année. Roger Sigouin de Hearst, dans le nord d'Ontario. Nous, le défi qu'on a, c'est que l'été, les gens s'en vont tous. On a une petite communauté de 5-6 000 personnes. Ils s'en vont camper, ils s'en vont au lac. Et la stratégie qu'on a décidé de prendre, c'est de bâtir un pavillon fermé avec des grandes portes. Puis on va regarder faire nos festivals mai, juin, puis septembre, octobre. Parce que l'été, on a de la misère à avoir notre propre population. Puis on essaye de s'arranger pour l'avoir le plus pour prolonger. Fait qu'on a un beau pavillon qui est en train de se construire pour essayer d'améliorer, puis on a notre 100e qui s'en vient dans 3 ans, pour être capable d'échanger aussi. Et puis il y a une mentalité qu'il faut changer, que je parlais à mes collègues. Comme les petites communautés du nord de l'Ontario, à 5 000, 6 000, 8 000, il y a une tendance d'avoir une compétition qui va faire un festival. Puis les bénévoles, ils n'en mouillent pas, on le sait, puis la nouvelle génération, ça va être encore pire. Il y en a moins qui s'impliquent. Ça serait, OK, une année, tu as fait la Saint-Jean. L'autre année, on va se reposer, mais toi, fallait, puis on va se visiter l'un et l'autre. Fait que je pense qu'il y a une mentalité à changer, d'arrêter de compétitionner, puis de se supporter à la place. Puis c'est pas évident. Puis je vous lève le chapeau pour tout ce que vous faites, parce que les défis sont tout le temps là. C'est pas facile. Non seulement les défis sont pas faciles, mais je comprends tout à fait cette interrogation sur le bon temps de l'année. C'est assez compliqué. Sur les Franco,
au départ, la première édition des Franco s'est tenue en octobre. La deuxième s'est tenue fin novembre, début décembre. Après ça, c'est allé début septembre. Après ça, c'est allé fin juillet, début août. Puis là, on est donc mi-juin depuis 10 ans à peu près. Mais ça a été des gros points d'interrogation pour nous aussi. Le fait d'être à Montréal, je vous le dis, puis il n'y a pas de secret pour personne, le monde de Montréal sort aussi durant l'été, hein? Il y a plein de gens qui viennent à Montréal, c'est vrai, mais il y a plein de Montréalais qui sortent aussi. L'idée de placer les Franco dans cette période-là, pour nous, ça a été, bon, on sait que les Montréalais vont être là, et ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on s'aperçoit qu'on est en train de faire aussi, c'est de développer une espèce de tourisme, entre guillemets, industriel. C'est-à-dire que les gens qui viennent au Franco, de l'Europe particulièrement, on s'aperçoit que ce sont beaucoup des gens de la business qui viennent au Franco, parce qu'ils ont des artistes à eux qui viennent jouer chez nous, parce qu'ils veulent voir des artistes québécois, etc., etc. Mais c'est un tourisme qui est complètement différent. C'est pas un tourisme de plaisir, c'est un tourisme d'affaires qu'on est en train de développer là-dessus. Je suis content que tu soulèves ça parce que nous, étant un festival hivernal, les étés à Winnipeg sont extrêmement saturés avec des activités, avec d'autres festivals, toutes sortes de choses à faire. On est parrain avec toutes sortes de festivals d'été, puis j'assiste à ces festivals-là. Puis, les bénévoles, puis les travailleurs, il faut qu'ils travaillent tout l'été. Puis deux, essayer de capter l'attention de la communauté, c'est tellement difficile quand il y a tellement d'activités. Nous, en hiver, c'est un défi. Oui, les éléments, c'est un défi, mais c'est une opportunité aussi. C'est un temps, disons, mort dans le calendrier. C'est assez longtemps après Noël, et puis c'est assez loin de le printemps que la communauté, tous les yeux sont sur Saint-Boniface et le Festival du Voyageur pendant le mois de février. Alors, on capte l'attention des gens. Puis vraiment, notre plus grosse compétition, c'est les gens qui veulent regarder Netflix sur leur fauteuil. Tu sais, c'est le cas de tout le monde. Faut convaincre les gens de sortir de leur domicile, de leur maison, puis venir, ou pas aller au magasiner ou quelque chose comme ça. Tu sais. Alors, il n'y a pas une tonne d'activités. Puis, c'est d'habitude l'hiver, à Winnipeg, par mi-février, ça fait 2 mois et demi d'hiver, qui fait noir, qui fait froid, etc. Les gens, ils ont hâte de fêter. Ça signale le début de la fin de l'hiver. Puis, pour nous, on est choyés de ce timing-là. Alors, moi, je suggérais que vous explorez des différents temps de l'année, puis peut-être trouver une tradition quelconque de vous rattacher, que les gens s'identifient dans cette fête-là, puis que vous prenez de l'avance avec ça. Il reste toujours quelques minutes à la discussion. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est le moment de le faire. On a fini un peu à l'avance, donc ça permet cette lassitude-là. So we do have a few minutes left to this roundtable. So if you have any questions or comments, you can do so right now. En attendant, moi, je pense que je vais rajouter quelque chose parce que à la fois, moi aussi, j'ai le Festival Edmonton Chante que j'organise, puis je fais la programmation. Et en effet, lorsque j'ai débuté en 2013, le festival était fin septembre, début octobre. Et à cause des bailleurs de fonds, parce que ça arrive aussi, ils ont changé les dates de tombée, puis ils ont dit, maintenant, si tu veux être sûr d'avoir du financement, il faut que tu le fasses avant le 31 août. Donc, le sachant très en retard, on a placé ça au mois d'août, puis on a fait un test en Alberta. Les francophones aussi sont à l'extérieur. C'est ce qu'on a constaté, c'était assez rapide. Mais j'ai tenté quand même de créer un effet levier. J'ai vu le Festival Fringe, qui était un spectacle qui est la scène de théâtre, qui est à Edmonton, puis dire, bon, on pourrait peut-être faire un partenariat. Donc, tout mon programme était à l'intérieur de leur programme. Donc, bel effet levier, mais là, les gens passent de salle en spectacle à salle en spectacle, puis ils vont changer de site, puis tout ça. Ça n'a pas été le grand succès, surtout cette année-là, Tragically Hip.
on apprenait par rapport au dernier spectacle qui avait lieu en plein dans mon festival. Ça n'a pas été un grand succès pour ma finale. Tout le monde était devant leur écran de télévision et j'ai réalisé que non, je ne peux pas me permettre un festival en été. Je l'ai déplacé au mois de juin. Puis là, on va faire du live, hein? Laurent, y a-t-il façon de faire un pont entre nos festivals? Parce que maintenant, c'est sur 2 fins de semaine. Toujours. Toujours, hein? C'est ça. J'adore créer des ponts. Fait que ça vaut pour toi aussi, Daryl. Puis, c'est justement, donc, des échanges de visibilité. J'en ai un présentement avec le Festival international de la chanson de Granby. Je suis là la semaine prochaine. Je vais accueillir un des finalistes à venir à ma programmation. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. C'est une recette gagnante. Mais de plus, mon festival, lorsque j'ai dû le bouger, je suis allée voir un autre festival qui s'appelle The Works Arts and Design. Et celui-là est anglophone, mais très appréciant de la communauté francophone. Il y avait les bras ouverts et on peut créer des situations gagnantes-gagnantes. Et à ce, ils ont une scène SL extérieure sur la législature. C'est superbe. Moi, je n'ai pas les moyens dans mon financement d'aller me permettre une SL sur la législature ou que ça coûte 100 000 $ à porter l'électricité sur le site. Mais eux, maintenant qu'ils ont dépensé tout ça, ils n'ont pas les moyens de mettre des artistes sur leur scène. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée les rencontrer, puis j'ai dit, qu'est-ce que vous diriez de nous passer votre scène? Et nous autres, on fait la programmation pendant les journées de festival, puis ils m'ont accueilli les bras ouverts. Là, je viens d'avoir toute la promo, le point de presse avec les médias anglophones. C'est de la façon qu'on agit d'année après année. Donc, j'ai la moitié de mon festival qui se déroule sur leur scène. À part si je reçois Grégory Charles, j'ai une scène intérieure, bien sûr, pour ne pas être au bris de la météo. Mais c'est ça, c'est totalement stratégique ce que vous pensez faire pour vous déplacer mois de mai, début juin, dans un espace. La solution, c'est de prendre l'argent de Montréal. Il reste encore une minute ou on manque de temps? Oui, il reste une minute. Il reste quelques instants à peine, mais je pense qu'on va prendre le temps de clôturer ou peut-être un petit mot de la fin là, pour Daryl. C'est juste, j'avais pris des notes en termes des conseils ou des choses comme ça, en termes puis je peux le faire rapidement pour d'autres événements. Mais pour nous autres, c'est vraiment balancer la tradition et l'innovation. Alors, il faut vraiment que tu plaies les traditionnalistes, mais il faut que tu aies quelque chose de nouveau pour inciter les gens à venir. Tu veux vraiment être ancré dans l'identité de la communauté aussi, c'est vraiment important. Créer des partenariats fructueux parce que c'est impossible de le faire tout seul. Il faut trouver d'autres partenaires, des acteurs pour aider. Et puis, évidemment, trouver une formule de financement durable, que ça soit autogéré, avec la vente de boissons puis d'admission, etc., comme nous autres, ou du financement corporatif que vous avez beaucoup, ou quoi que ce soit. Alors, pour moi, ça serait ça mes gros conseils. Mm-hmm. Sans vouloir obstiner Daryl, il a tout à fait raison dans ce qu'il dit, mais en même temps, soyez créatifs. Écoutez pas ce qu'il dit. Soyez créatifs. Vous avez certainement dans votre communauté des vraies solutions aussi. Et ce qui s'applique à un endroit ne s'applique pas nécessairement à l'autre non plus. Et il faut pas avoir de crainte de s'impliquer dans la communauté d'abord et avant tout. Votre premier public sera toujours le public qui est le plus près de chez vous. Faire venir des gens de l'extérieur, oui, ça se peut, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Le premier public, il est à côté de chez vous. Mais sur ça aussi, puis je vais prendre le mot de Magali, si tu me permets de reprendre tes mots, là, mais ensemble, tout est possible. Puis je pense que c'est en collaborant, en faisant des partenariats, peu importe si ce soit entre différentes villes ou dans ton propre réseau, que ce soit un réseau francophone, anglophone, métis, on doit travailler ensemble pour rendre nos activités un succès. Donc, merci beaucoup. On apprécie beaucoup votre collaboration et puis vos interventions. On applaudit nos panélistes. Merci beaucoup. Merci à Myriam.